Donc à mon tour de vous parler d'un sujet effectivement passionnant, bien contractualisé pour bien maîtriser. Passionnant mais plein d'enjeux. Alors, peut-être un petit teasing, puisque le mot a été lancé effectivement par la personne qui me précédait, qui est champagne. Est-ce qu'à la fin de la présentation, avec effectivement les bons réflexes, puisqu'en fait, vous parlez de bien contractualiser pour bien maîtriser, je pourrais en parler pendant des heures. Ça va être très juridique. Il n'y a que 20 minutes, il y a d'autres présentations. Et surtout, retenir avec des réflexes. Bien contractualiser pour bien maîtriser, pour effectivement, en tant qu'avocat, ça veut dire quoi? Ça veut dire cerner le périmètre. Savoir avec qui, quoi, comment, pourquoi, comment on en sort. Voilà. Et qu'est-ce que je fais en cas de problème? Je ne parle même pas de contentieux. Qu'est-ce que je fais en cas de problème? Donc, une série de questions logiques, non juridiques, pragmatiques, opérationnelles, et on doit tous avoir la réponse, mais votre réponse, et non pas la mienne, voilà, à la fin, on va dire, de la conférence, avec toutes les interventions. Avant toute chose, externaliser. Vous l'avez dit, tout le monde le sait, c'est un constat, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Il y a toujours eu, on va dire, des enjeux liés à l'externalisation. Mais avant toute chose, je reprends pareil un mot qui a été dit encore une fois par Monsieur Le Teinturier, c'est que c'est de la gouvernance. Donc c'est avant toute chose une décision stratégique d'une entreprise. On ne va pas par hasard dans l'externalisation. C'est un choix qui doit être concerté, qui doit être réfléchi, parce qu'il va avoir des impacts. Des impacts techniques, effectivement, opérationnels, humains, plein de sortes d'impacts sur la vie de l'entreprise ou d'un groupe, mais surtout, pour ma partie, juridique. Juridique, ça va être effectivement la protection d'un patrimoine informationnel. Qui a accès à quoi? Comment? Toutes ces questions, encore une fois, qui sont extrêmement pragmatiques. Avant toute chose, et j'aurais pu commencer par là, mais la citation peut vous l'éclairer d'un maître, on va dire, de l'art juridique et du droit. Tous les juristes, ou ceux qui ont fait des études de droit, ont peut-être en tête le professeur Carbonnier, qui disait, encore une fois, il y a très longtemps, que le contrat est, avec la responsabilité, le point d'ancrage le moins incertain de notre civilisation juridique. Ça veut dire, effectivement, un point d'ancrage. Donc le contrat doit être un repère. Doit être un repère. Comme la responsabilité, ça, ce sont des repères aussi. Effectivement, ce repère, un contrat, ça se négocie. Personnellement, quel que soit l'acteur que vous avez en face, le partenaire, le prestataire, le fournisseur, quel que soit le mot que vous choisissez, un contrat se négocie. Il ne doit pas y avoir de contrat d'adhésion. Vous ne devez pas subir, quelle que soit votre posture, que vous soyez client, prestataire, voilà, vous ne devez pas, effectivement, subir une relation. Une relation équilibrée doit effectivement se négocier. Et il y a des points clés de négociation. Pourquoi? Tout simplement. Parce que sinon, on tombe dans un autre domaine du droit que nous n'aurons pas le temps d'aborder ce soir, qui est le contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion va avoir des conséquences. Voilà. Et une relation, on va dire, claire, de confiance, choisie, doit être équilibrée. Voilà. Et savoir pourquoi. Donc, je vous ai parlé de réflexe. Je vous ai parlé aussi de champagne, mais vous verrez, c'est à la fin de la présentation pour faire un petit écho avec ce que vous allez dire, puisque je vais vous parler du droit international et du Cloud Act. On verra après si il y aura du champagne à la fin, je ne sais pas. Voilà, la présentation. Négocier, effectivement, est un prérequis de base. Et effectivement, ça évite. Mais ça, je vous parle en tant que professionnel de ce secteur, donc du droit, des contentieux. Et ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, de tracas, d'aléas, donc d'incertitudes, donc de risques. Réflexe numéro 1, savoir. Qu'est-ce que vous externalisez? Effectivement, sécuriser son patrimoine informationnel, garantir la pérennité, garantir les conditions d'accès, les transmissions, les outils, les interfaces, ça va être plus un métier non juridique. Voilà. Mais c'est très important que cette description exhaustive, ou en tout cas les grands principes, si l'exhaustivité ne peut pas être atteinte pour des raisons opérationnelles ou pragmatiques dans un premier temps, soit décrite et compréhensible. Donc, faites le test,
effectivement, soumettez, souvent c'est des annexes, voilà, ces annexes à quelqu'un qui ne connaît pas, pour savoir si lui-même, tout comme vous, avez bien compris quel était le périmètre des prestations et la description des prestations. Encore une fois, on est dans la transparence, dans la confiance. Et la reprise. Alors, je me place, je vous ai dit, un contrat, des questions logiques. À la fin du contrat, comment s'organise la reprise? Comment on en sort? Mais on peut aussi arrêter une prestation parce que l'entreprise peut arrêter d'externaliser pour des choix qui ne sont pas que des choix liés à un défaut de confiance dans le prestataire, loin de là, ou à un manquement. Réflexe numéro 2. Négocier avec tous les acteurs. Une négociation ne doit pas être faite uniquement et seulement par le juridique. Voilà, on a certains enjeux opérationnels qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut effectivement bien voir, se faire entourer par les achats, et notamment, pour ce qui nous concerne d'un point de vue de sécurité, par les acteurs de la DSI ou la RSSI. Pourquoi on héberge? Sur quel serveur? Pourquoi on veut un hébergement en Europe? Pourquoi je veux un hébergeur? Voilà, parce que par exemple, j'ai des données sensibles, mais sensibles au sens de réglementation protection des données ou au sens de mon patrimoine informationnel. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes. Donc, et savoir effectivement d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on va demander? On a besoin d'une redondance, on a besoin d'une maintenance 24/24, 7/7, parce qu'on est un groupe. Enfin, encore une fois, on est sur des prérequis qui sont du bon sens. Et connaître ces prérequis tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue effectivement de la sécurité. Comment on va assurer l'intégrité, comment on va sécuriser les données. Et je ne parle pas que des données à caractère personnel. Même si on a parlé tout au long de cette année 2018, mais c'était bien parce que la CNIL a 40 ans, donc la protection des données a quand même 40 ans en France et plus dans d'autres États membres. Donc voilà, mais c'est bien aussi qu'on en parle beaucoup et on va continuer à en parler. Mais il n'y a pas que les données à caractère personnel, il y a toute une série de données et à partir de 2019, on parlerait aussi d'une autre réglementation qui vient d'être adoptée et qui ne concerne pas que les données à caractère personnel, mais il faut sécuriser le patrimoine informationnel. Il faut sécuriser votre savoir-faire, il faut sécuriser tout, la définition d'une marge, toutes les données qui font, on va dire, l'expertise d'une entreprise ou d'un groupe. Encore une fois, qu'on soit côté client ou côté fournisseur. La sauvegarde, très important par rapport à l'activité, à la structure. Et qu'est-ce qu'une sauvegarde? Moi, j'ai ma définition juridique. Je pense que les hommes de l'art ou les femmes de l'art qui sont dans la salle ont aussi leur propre définition et leurs propres besoins. Donc, concertons, co-construisons effectivement nos négociations. Voilà. L'archivage, qui ne veut pas dire purge, loin de là, stade avant. Et la maintenance. J'ai commencé à en parler, de la maintenance. Effectivement, savoir pourquoi et comment, qui maintient. C'est voilà, des questions toutes simples. Qui maintient. Si je suis un groupe et que je fais du 24/27/7, effectivement, je vais avoir de la maintenance un peu partout. Voilà, c'est logique, c'est normal, encore une fois. C'est pas bloquant, mais effectivement, savoir. Savoir pour organiser et savoir aussi pour concerter une politique. Ça peut être une politique d'entreprise, une politique liée à un projet précis qui est externalisé, et savoir aussi, indépendamment des délais, indépendamment des conventions de niveau de service, la formation du personnel. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a, indépendamment des habilitations, le savoir, le pourquoi? On est toujours en partenariat avec les acteurs. Disponibilité, performance, ça va de soi, ça a déjà été évoqué précédemment. Des niveaux de service qui permettent, et l'outil, la contractuelle, doit être lisible. C'est souvent des annexes avec des principes dans le contrat qu'on lit souvent pas, à tort, comme tout. À tort. Pourquoi on ne lit pas? Parce que parfois, je suis la première à calculer les métriques. Les femmes, voilà. Alors, les métriques. Alors, des métriques, oui. Et effectivement, j'aime bien comprendre. Alors, ce n'est pas le problème. Parfois, il y a des pourcentages de pénalités, des mesures, des formules. Alors, quand on les calcule, on se rend compte, à tort ou à raison, mais c'est comme, je vous parlais tout à l'heure d'un déséquilibre qui n'est pas bon. Une pénalité dérisoire ne va n'avoir aucun intérêt. Mais donc avoir des métriques. Et quand il y a des pénalités, parce qu'il y a des engagements de résultats, des obligations de résultats, que ce soit des pénalités qui reflètent le besoin. Et des calculs, effectivement, qu'on se mette bien d'accord. Donc,
Et effectivement, les responsabilités doivent être claires. On peut tester aussi. Il y a souvent, avant d'externaliser des projets qui sont souvent gigantesques, il peut y avoir des tests, un façage, une construction, tout à fait logique pour effectivement qu'on écrive. Tout ça étant écrit, que ce soit dans un contrat ou des annexes, le tout étant lié. Donc, il faut que les choses soient très claires. Réflexe numéro 3, j'ai commencé à en parler. Ça reste une réalité. La sous-traitance. On parle souvent là-dessus, dans mon jargon, de sous-traitance en cascade, puisqu'il y a des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, etc., etc. Il faut effectivement le savoir et, encore une fois, anticiper les choses. Je reviendrai dessus avec les normes. La responsabilité. Je reviens sur la phrase du doyen Carbonnier. La responsabilité, l'autre point d'ancrage d'un contrat, une des clauses qui souvent est discutée, rediscutée, négociée, même si on est assez politique. Voilà. Les garanties. Alors, prévoir effectivement une responsabilité, encore une fois, à la hauteur des enjeux. Et quelque chose qui puisse avoir une réalité économique, tant d'un côté que de l'autre. Donc, ce n'est pas le montant annuel, pourquoi pas? Mais d'un contrat de licence ou d'un droit d'usage ou des services. C'est ce qui convient le mieux aux parties. Il n'y a pas, même si on a tous des standards ou des définitions, il y a aussi qu'est-ce qu'on externalise, comment, est-ce qu'il y a une sensibilité de l'information classique. Les garanties s'appliquent. On ne peut pas avoir, on va dire, un service ou des conditions d'usage sans qu'il y ait une garantie, ne serait-ce qu'une garantie de conformité. J'ai bien ce pourquoi j'ai conclu, j'ai contracté. D'où mon réflexe numéro 1, savoir ce que j'ai comme prestation et comme service. Et effectivement, les résiliations. Alors, il y a toujours cette clause-là dans un contrat. La mise en œuvre opérationnelle est très délicate. Que j'ai à des préavis de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours, quelle que soit la durée, voilà, comment je sors d'une externalisation. Surtout quand c'est une résiliation pour manquement, donc pour faute prouvée, et que je n'ai pas envie de me retrouver devant un juge, sauf, voilà, position très compliquée. Donc, aménager les conséquences, prévoyez des délais, y compris en cas de manquement, prévoyez des phases, on va dire, de test aussi, ça se teste, une sortie de contrat, hein, comme tout, pour qu'opérationnellement, ce soit le moins risqué possible, tant pour un client que pour un prestataire. Hein. Anticiper la fin du contrat, toujours dans le prolongement. Une clause majeure. Alors qu'on appelle ça réversibilité, inaccessibilité, on dit beaucoup de choses, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. Est-ce que vous récupérez? Est-ce qu'il y a une garantie de suppression? Alors qu'est-ce que ça veut dire, suppression dans un mode où il y a de la redondance? C'est autre chose. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Qu'est-ce que le fournisseur peut aussi s'engager, connaissant les contraintes de son métier? Donc, quels sont les objectifs? Pareil, auditer aussi régulier. J'arrive au contexte international. Donc, un de mes avant-derniers réflexes. Voilà. Droit applicable. Effectivement, si vous acceptez un droit qui n'est pas ni la loi française, ni une attribution de compétences sur des tribunaux français, je ne parle même pas des tribunaux parisiens, enfin, c'est des tribunaux qui correspondent à une réalité, tout simplement, il y a effectivement un enjeu que le dossier ne sera pas traité au tribunal. Voilà, sauf quelques exceptions, notamment les contrats d'adhésion, où si on nous impose une loi, on nous impose une réduction sans négocier, il y a effectivement une possibilité que le juge français puisse reprendre la main. La compétence territoriale, c'est tout ça, ce sont des enjeux stratégiques. Et puis, le forum shopping, c'est quelque chose de très, très particulier. Quand on vous dit, on ne veut pas la loi anglaise, on ne veut pas la loi française, mais on veut la loi belge. Oui, ou la loi suisse, ou la loi luxembourgeoise, enfin, et pourquoi pas la loi espagnole, enfin, voilà, pourquoi ces trois-là? Donc, on ne choisit pas sa loi. Il faut qu'il y ait une vraie réalité opérationnelle derrière et juridique. Donc, c'est très, très important de le savoir. On peut recouvrir à la médiation opérationnelle, voilà.
On ne décide pas qu'on a envie de se soumettre à des lois comme ça. Il y a des règles, tant du droit international privé que du droit international public. Sachez que c'est extrêmement compliqué, y compris pour les professionnels du droit. Donc, pareil, c'est des enjeux stratégiques. Et un contrat en droit français, tout mon propos est du droit français. Et sur le droit français, se négocie, et la plupart des interlocuteurs ou autres concluent et négocient en droit français, même si, au lieu de la langue de Molière, ils aiment bien écrire un contrat en droit français sous la langue de Shakespeare. Mais bon, c'est comme ça. Petite information, et ça permet de faire le lien sur appréhender le contexte international. Un contrat en France, sous droit français, doit être dans la langue de Molière, non pas de la langue de Shakespeare. Donc travailler sous les deux versions. Anticiper les cas spécifiques des prestataires avec l'adoption du Cloud Act. Alors le Cloud Act, pareil, hein, c'est un texte qui est nouveau au sens qu'il a été adopté en mars de cette année, mais dont, on va dire, la composition n'est pas nouvelle. Encore une fois, c'est un texte qui reprend des textes de loi américaine, dont certains datent de 1978, qui s'inspire aussi, qui s'inscrit dans tous les textes depuis le Patriot Act de 2001, qui est concerné, c'est clair. C'est toute société américaine au sens du droit américain. C'est un texte de droit américain, donc c'est au sens du droit américain. Il ne faut pas essayer de chercher autre chose ou d'autres accords. Qui doit communiquer aux autorités américaines sur leur demande, donc ça veut dire qu'il y a un mandat, qu'il y a un acte judiciaire, les données de communication placées sous son contrôle, sans considération du lieu où ces données se trouvent stockées. Donc, elles sont stockées en France, en Irlande, où vous voulez, une entreprise de droit américain. Donc, ou les sociétés contrôlées par elles. Une filiale détenue à 51% est une société contrôlée. Donc, c'est clair. Après, est-ce qu'on a envie de voir cette définition aussi claire que je viens de vous le dire? C'est un autre enjeu. Il y a effectivement, ça organise la transmission de données. Alors, il faut savoir, et je vais le dire en quelques mots, que la philosophie, et encore une fois, je dis des évidences, que la philosophie du droit américain, c'est l'extraterritorialité de leurs droits. Pareil, c'est connu depuis très très longtemps. Ils veulent imposer, par leur loi même. Donc le gouvernement américain, toute la législation américaine vient en soutien de l'économie. Donc vient effectivement porter cet impérialisme, il n'y a pas d'autre mot, donc un impérialisme juridique. Il y a des possibilités d'avoir des accords internationaux, effectivement, pour regarder ce transfert. Voilà, c'est une des conditions, on va dire, des possibilités qui est prévue par le Cloud Act. Le seul État actuellement qui est rentré en négociation pour encadrer ces transferts, pour avoir un droit de regard, entre guillemets, si on peut avoir un droit de regard sur un mandat américain, c'est le Royaume-Uni. Donc, adoption en mars, les discussions sont toujours en cours. Actuellement, l'enjeu, et c'était une des positions de force de la Commission européenne, c'était de ne pas que les États membres ne négocient pas. La position du Royaume-Uni est un peu à part, on va dire. Est-ce que c'est dans l'esprit du Brexit, c'est autre chose, voilà. Et c'était que la Commission européenne négocie pour le compte des 28 États membres. Ce qui a répondu le gouvernement américain à la Commission européenne, c'est que tu n'es pas un État. Donc là, il y a des jeux politiques. C'est très intéressant d'un terme géopolitique, géostratégique. Je vous ai pris des hypothèses. Voilà, si elle dispose d'un mandat en ce sens, c'est-à-dire un titre délivré. Donc, ce qui est très important, si je reviens à nos contrats et à le jeu stratégique des contrats, dans le temps qui m'est imparti, c'est que ces contrats, quand il y a un acteur américain ou ayant une maison mère américaine, voilà, prévoient une possibilité de communication et du mandat au client. Parce que oui, il y a un ordre américain. Donc il y a une juridiction, il y a une décision. Donc il y a quand même un fondement, il y a quelque chose. On n'est pas comme avant dans le cadre du Patriot Act ou effectivement du Freedom Act, où parfois il y avait ce qu'on appelait des ordres de bâillonnement, des gag orders. Donc là, on est dans une transparence, entre guillemets, puisqu'on a un mandat judiciaire qui doit vous être communiqué quand... Voilà. Et après, l'enjeu aussi, c'est quand on demande une communication de données, ces acteurs-là, parfois,
ne prennent pas ni le temps, ni les moyens pour un mandat va organiser la communication. Quelles données, quelle période, quelle typologie. Et parfois, c'est des flux de données qui partent. Donc, c'est très important, encore une fois, qu'il y ait un regard. Parce qu'en fait, celui qui est visé dans le mandat, c'est une entreprise quand même, sur qu'est-ce qui va être communiqué, comment. Une possibilité de contestation. Voilà. Oui. Une contestation devant une juridiction, c'est toujours possible. C'est sûr, là, on est sur le droit américain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement des critiques. L'opposition est laissée à la seule discrétion des fournisseurs parce que c'est eux qui ont le mandat. Pas de possibilité de notifier aux personnes concernées. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de très grosse critique de ce texte, mais c'est un texte qui a été pris sur la législation américaine. Donc, je respecte mon temps, mais je vais juste terminer. Donc, en quelques minutes. Donc, effectivement, c'est du droit américain, sauf exception. Voilà, la loi américaine. Donc, c'est même pas une question de champagne ou pas champagne, c'est la loi d'un contrat qui s'applique. Ça, pareil, ce sont des évidences. J'ai donné quelques exceptions et je donné quelque chose. Ce que je voudrais terminer par dire, c'est qu'on est tous acteurs de notre conformité. Je ne vous ai pas parlé, vous voyez, et j'ai fait exprès de RGPD. Mais effectivement, la donnée personnelle est toujours là. Je ne vous ai pas parlé de réglementation sectorielle. Le contrat, avant toute chose, c'est un instrument de confiance. Et il y a toujours une marge de négociation. Voilà. Et avant toute chose, c'est un instrument qu'on doit tous, mais quelle que soit notre formation, quel que soit notre métier, pouvoir lire, comprendre et surtout poser des questions, voilà, en cas de doute. Je vous remercie.